Boker Tov, Shavua Tov. Alors aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'on va terminer le commentaire de la Gemara sur la première Mishnah du 6e chapitre de Shabbat, la Meisha, et on démarrera la deuxième Mishnah. Il nous reste juste la fin d'un petit Tosfot. Alors je vais très brièvement rappeler le sujet. Le dernier accessoire dont il était question dans la Mishnah, c'était Machat chez Enba chez Nanukuba Kudo, une épingle, et la Gemara s'est demandé comment ça se fait qu'une épingle avait un rôle de bijou. Une épingle, c'est pas spécialement joli, donc comment ça se fait que ça avait un rôle de bijou. Et alors, la conclusion sera que c'est une épingle qui servait d'une part à faire en semaine à faire une raie dans la chevelure, mais qui en plus était surmontée d'une petite plaque en or, et le Shabbat, elle le mettait en évidence sur son front, et voilà la raison pour laquelle c'était interdit. Ça, c'était la conclusion. Mais avant d'en arriver à la conclusion, la Gemara avait tenté une autre explication, c'était Rav Yosef, qui avait dit non, cette épingle-là, alors il y a un débat justement pour Rashi et Tosfot, à quoi elle servait. Rashi a expliqué qu'elle enroulait les cheveux qui sortaient de la coiffe, elle les enroulait autour de cette épingle et ensuite elle les insérait sous la coiffe pour cacher ses cheveux. Tosfot n'était pas d'accord avec ça, on ne revient pas sur la démonstration de Tosfot. Tosfot a expliqué que c'était une épingle qui servait à serrer la coiffe, pour que la coiffe comprime la chevelure et empêche les cheveux de sortir. Et là-dessus, la Gemara avait demandé, et la raison pour laquelle on a réfuté finalement cette explication, c'est que dans ce cas-là, c'est comparable à un autre accessoire dont il sera question ultérieurement dans la Mishnah, Birit, et dont la Mishnah dit qu'elle est Birit Teora, que d'une part la Birit ne reçoit pas l'impureté, et que d'autre part, elle est permise, on peut sortir avec. Alors donc la Gemara avait dit c'est la même problématique, et on devrait permettre de sortir avec. La Mishnah interdit, donc c'est pas le bon pshat. Alors en tout cas, ce que Tosfot avait dit, c'est que pourquoi l'épingle aussi doit être pure. Pourquoi est-ce qu'elle est pure comme la birite? Parce que elle ne sert pas la personne directement, elle est au service d'un vêtement qui sert à la personne. Dans le cas du birite, c'était une jarretière qui est donc au service du bas pour tenir le bas, et dans le cas de l'épingle, d'après Tosfot, elle est au service de la coiffe pour serrer la coiffe. C'est pas un kéli. Donc c'est un kéli d'un kéli, c'est pas Makabel Touma, c'est pas ni un kéli ni un tarchi. Là-dessus, il reste une question, c'est là que nous sommes arrivés. Je cachais le Rashba. Le Rashba a soulevé une question à ce sujet. Le Pérouchzé, d'après cette explication de Tosfot qui nous dit que l'épingle ne reçoit pas l'impureté parce qu'elle est au service de la coiffe et non pas directement au service de la personne. De Kivan, de Machat, chez Ogeret Bas Sahara, Piteora. Étant donné que cette aiguille qui sert à comprimer la chevelure, elle est pure, c'est-à-dire elle ne peut pas recevoir l'impureté. Echika Amar Leel, comment la Gemara a-t-elle pu dire plus haut, Dafnun Bet Amud Bet, c'était au début du chapitre précédent, Bame Behema Yotzet, Aval Inyan Tum'a, Daveda Achati, que en ce qui concerne l'impureté, toutes les épingles ont le même statut. Daveda, l'une comme l'autre, littéralement, et c'est la même chose. Alors peut-être pour mieux comprendre, on va se reporter Dafnun Bet Amud Bet, ce sera très court, pour voir visualiser la Gemara que Tosfot vient de nous citer. Il y avait écrit Sha'al Talmid Echad Migalil Ha'elyon et Rabbi Eliezer. C'est une braïta qui disait que, c'est dans Tosefta, un disciple originaire de Galilée supérieure a interrogé son maître Rabbi Eliezer ben Orkonos, Rabbi Eliezer Agadol, en lui disant, alors il lui a posé deux questions. La première ne nous concerne pas maintenant, c'est Shamati Shecholkin ben Tabat le Tabat. J'ai ouï dire
qu'on faisait des distinctions halachiques entre différentes catégories d'anneaux. Et ensuite, il y a, et là c'est là que nous allons en lire, c'est à la 6e ligne après l'élargissement, Ve'od Sha'al, vous l'avez? Oui. Ve'od Sha'al, 6e ligne après l'élargissement. Vous êtes dans la bonne page? Oui, exactement, bravo. Ve'od Sha'al, Shamati, Shecholkin ben Machat le Machat. J'ai ouï dire que on faisait une distinction halachique entre différents types d'aiguilles. Amarle, Rabbi Eliezer lui a répondu, Shema lo shamata el aliyan Shabbat. Certainement, tu n'as entendu ça que par rapport au Shabbat. C'est vrai que dans le Shabbat, on fait les différences, comme on l'a vu là. On a vu qu'une aiguille, si elle est perforée, ça s'appelle la massouille, et qu'on sort avec le Shabbat, on est chayav, khatat. Si par contre elle n'est pas percée, c'est une épingle, on a vu que c'est indigne de Tarchit, donc il y a des différences. Le lien de Shabbat, oui. Ça a été raccourci, je ne sais pas pourquoi de il inyan tum'a, parce que concernant le sujet de l'impureté, davda achati, l'une comme l'autre a le même statut. Donc la Gemara dit, Rabbi Eliezer dit, que dans les aiguilles, il y a des différences au niveau du Shabbat, mais il n'y en a pas au niveau de l'impureté. Elles ont toutes le même statut. Mais d'après ce qu'on a dit, c'est pas vrai, puisque là on a dit que si c'est une épingle qui est directement au service de la personne, elle est Mekabel Touma. Et si elle a une épingle qui est surmontée par une pièce en or ou en argent, alors c'est la Tarchit, c'est Mekabel Touma. Et par contre, si c'est juste une épingle qui sert à resserrer la coiffe, c'est pas Mekabel Touma. Donc il y a des distinctions. Alors ça contredit la Gemara là-bas. Voilà la question du Rashba. Donc on revient à notre Tosfot. Je relis encore une fois dans les mots. Le cacher le Rashba, le Pérusé. Le Rashba, c'est Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, le Rashba en Tosfot, pose la question d'après cette explication. Puisqu'on vient de dire qu'une telle aiguille, parce qu'elle est au service de la coiffe, eh bien, elle ne peut pas recevoir l'impureté. Et comment Rabbi Eliezer a-t-il pu dire plus haut, que en ce qui concerne l'impureté, toutes les aiguilles ont le même statut. Pourtant, il y a une distinction. Afilou bishlema, même si elle est entière. Alors pourquoi Tosfot rajoute ça? Parce que la Gemara, elle avait dit, mais comment on peut dire que toutes les aiguilles se valent? Si elle est cassée, si le bout est cassé, elle n'est pas Mekabel Touma. Et c'est seulement si elle est intacte qu'elle est Mekabel Touma. Alors on avait répondu, oui bien sûr, mais lui, sa réponse a été sur des aiguilles qui ne sont pas hors service, des aiguilles qui sont en état de marche. Donc il a exclu de sa règle ceux qui sont cassés. Donc on parle des shlemot. Mais Tosfot dit, oui d'accord, mais d'après ce qu'on vient de dire, même si elle est shlema, afilou bishlema, eh bien il y a quand même des distinctions, à savoir de ota shena goredba temea, une épingle qui ne sert pas à comprimer la chevelure en resserrant la coiffe, donc celle-là elle est au service de la personne, et à ce moment-là elle est temea. Ve'ota she'ogeredba teora, alors que l'autre qui sert à resserrer resserrer la coiffe pour tenir la chevelure, celle-là sera teora. Donc il y a une contradiction avec la Gemara précédente. Voilà la question du Rashba. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tosfot répond, Ve'tzarich lomar, il faut dire de atum'a nami parich ve'te'eve teora kebirit shei teora gam tishtori latzedba. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot est en train de modifier la compréhension de la question de la Gemara chez nous sur cette première explication de Ogeret Ba Sahara. Qu'est-ce que la Gemara dit? Vous l'avez dans le titre de Tosfot. La Gemara dit Veteve kebirit teora ve'tishteri. Jusqu'à présent, on avait compris, si c'est comme tu dis, alors l'aiguille, l'épingle qui sert à resserrer la coiffe devrait avoir le statut de la birit, de la Mishnah, dont on a dit qu'elle est Torah. On a mentionné ça en passant, et la question c'est Ve'tishteri, on devrait la permettre Shabbat. Mais là, pour répondre à la question de Tosfot dit non,
La question de la Gemara, elle est double. Il y a deux questions. De Tsarich Lomar, d'Atum'a Nami Parir. La question de la Gemara a porté aussi sur la pureté. À savoir, Veteve Teora Kebirit. C'est comme s'il y avait écrit, dans ce cas, l'épingle. Si l'épingle dont la Mishnah parle, c'est celle dont tu parles, eh ben, elle devrait être inaccessible à l'impureté, comme le cas de la birite, chez Iteora, qui est Teora parce qu'elle est au service d'un objet et non pas au service de la personne. Gam Tishtori la Tzedba, et en plus, elle devrait aussi être permise pour la sortie. Donc il y a deux objections à cette première explication, et c'est pour ça qu'on la récuse et on passe à autre chose. Est-ce que vous avez compris la réponse de Tosfot? La réponse de Tosfot était mais si on dit qu'il y a une deuxième catégorie d'épingles qui n'est pas accessible à l'impureté, ça contredit la Gemara précédente. Tosfot répond, mais c'est justement la question de la Gemara. On va intégrer ça dans la question de la Gemara. Quand la Gemara dit, mais d'après ça, alors, elle devrait être pure, sous-entendu, elle ne peut pas l'être, puisque dans Rabbi Eliezer plus haut, il a dit que toutes les épingles, elles sont toutes tamées. Donc ton pshat ne colle pas. Donc on avait une question, comment on résout? On dit, ça fait partie des questions de la Gemara, et de toute façon, la Gemara a réfuté. Donc le problème est résolu. On est obligé de dire que la Gemara, là, elle pose une fausse question. Non, pourquoi elle pose? Parce qu'elle sait déjà la réponse à sa propre question. Non, elle ne sait pas encore. Elle sait pas encore. Après, c'est un autre auteur qui va venir. Mais elle dit simplement que la réponse proposée en première... on dit en première... Lecture. Oui. Première approche. Non, c'est pas encore celle-là. J'ai une expression française qui ne vient pas. Au premier abord, en tout cas, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est la première explication qui avait été donnée, et celle-là, elle ne peut pas tenir pour deux raisons, pas pour une seule raison, mais pour deux raisons. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Alors, cela dit, il y a des Rishonim qui attaquent cette réponse-là. Qu'est-ce qu'il y a un instant. Je ne me rappelle plus. Je semblais avoir vu ça. Un instant. C'est le Rashba. Le Rashba, c'est-à-dire pas le Rashba à la Tosfot, l'autre Rashba. Vous savez qu'il y a deux Rashba. En Tosfot, c'est Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens. Et puis il y a le Rashba classique, c'est Rabbi Shlomo ben Aderet, qui était rabbin à Barcelone. Et donc le Rashba cite la réponse de Tosfot et il dit que il n'est pas d'accord avec cette explication-là. Et donc ça renforce la position de Rashi qui n'était pas comme Tosfot. Pourquoi? Parce que dans le Hachon, ça rentre mal. La Gemara, elle a dit Veteve kebiri teora vetishteri. Si c'était comme Tosfot voulait faire dire à la Gemara elle aurait dû s'exprimer autrement. Elle aurait dû dire Veteve kebirit teora vesharia. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de comprendre. Soit on utilise un verbe, soit on utilise un adjectif. Soit on dit elle devrait être comme le birit, deux points. Et on utilise deux adjectifs. Un, Torah, et deux, Sharia. Mais là, on n'a pas écrit comme ça. On a dit Teve Kebiri Torah ve Tishteri. Alors, si on utilise le verbe Tishteri pour permettre, là aussi, il aurait fallu dire, alors comment on aurait pu dire Teve Kebiri Titaer ve Tishteri. Exactement. Donc, la réponse, elle est un petit peu forcée. Mais on sait que la méthode de Tosfot, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à des tels détails. La méthodologie de Tosfot, c'est, souvent on voit dans Tosfot, Afalpi, chez Alashon, Dachouk, El Lachouch Bekar. C'est écrit dans Tosfot. Et l'explication est que le Mesader Hachas fait exprès d'employer des expressions un petit peu imprécises ou inadaptées, exprès pour affûter l'esprit du lecteur. Le lecteur rectifiera de lui-même. Ce qui n'est pas la position des Chachmei Sfarad.
comme le développe le Netziv, notamment, dans l'introduction de son Hamek Sheila. Alors, il y a un problème quand même qui se pose. Donc, là, Tosfot a répondu en disant, mais c'est justement la question de la Gemara. Donc, on avait une question, et en leur disant, mais d'après le pshat de Tosfot, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a des aiguilles pures et des aiguilles impures, ce qui contredit la Gemara là-bas qui dit que toutes les aiguilles sont impures. Réponse de Tosfot, mais c'était justement la question de la Gemara. Oui, mais attendez, d'accord. Alors, là, qu'est-ce que la Gemara, elle a dit? La Gemara, elle a dit, donc notre Mishnah, elle ne parle pas de ça. Ok, d'accord. Mais la question reste entière. Il n'en reste pas moins que les épingles qui servent à resserrer la coiffe. Alors, on n'en parle pas dans le Mishnah, mais quel est leur statut? Elles sont pures. Donc, on n'a rien gagné. La question, il y a toujours un chilou. Alors, nous, ce qu'on a juste gagné, c'est que la Mishnah, elle ne parle pas de ça. Mais la question, elle reste. Alors, le Maharsha soulève la question. Je vous propose d'aller voir le Maharsha dans les mots. C'est le deuxième Maharsha sur ce Tosfot. Donc, באמצע דיבור, וצריך לומר, דתומאה נמי פריך, oui c'est ça, vous l'avez là. וצריך לומר, דתומאה נמי פריך, ותהווה טהורה כבירית שהיא טהורה, וגם תשתרי וכולי, עד כאן לשונו, fin de citation. ולפי האמת, et d'après la vérité littéralement, c'est-à-dire d'après la conclusion de la Sugya, de Ka'amar, O'il Veisha Choleket, où on a conclu que finalement l'épingle dont il est question dans la Mishnah, c'est une épingle qui sert à faire une raie sur la chevelure. Tsarich Lomar, on est obligé de dire de lo avida shumachat lekach d'ogeret basara, qu'il n'existe aucune aiguille qui serve à cela, à savoir à comprimer à comprimer la chevelure en serrant la coiffe. De Imloken, parce que si on ne dit pas comme ça, Akati Tikshe, la question va rester, de Al-Kochach Teoraï Kebirit, parce que si cette épingle-là, c'est sûr qu'elle va être forcément, elle va être pure, c'est-à-dire inaccessible à l'impureté, exactement comme une birit, V'amai Katani, et pourquoi Rabbi Eliezer a-t-il enseigné précédemment, de l'Inyan Tum'a, Davada Achati, que en ce qui concerne l'impureté, toutes les aiguilles ont le même statut. Et là, de le maï, de baï le meimar, de macha de matnitin, haïnou de isha ogeret basara. Mais donc, il faut dire que initialement, quand on avait voulu dire que le macha de la Mishnah, c'était une telle épingle qui servait à resserrer la chevelure, Kamre Kushtai, ils disent la vérité, de Tikshele Nami Atuma, que là, la question de la Gemara se posait aussi sur la Touma, de Kahamar, de Daveda Achati, parce que lui il disait que toutes les aiguilles se valent, Vach Macha de Matnitin, de Oregba Asahara, Al-Kocha de Toraï Kebirit. Donc quand on avait dit que la Mishnah parlait de ça, la question se posait. Mais au final, alors vous avez compris ce qu'il a répondu, la réponse il l'a donnée au début. Lo avida shum machat lekach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas. On avait inventé, la Gemara avait supposé qu'il existe un type d'épingle qui fonctionne comme cela, qui sert à serrer on met l'épingle pour serrer la coiffe de manière à comprimer les cheveux. Alors si la Mishnah parle de ça, bien c'est sûr que ça existe, et dans ce cas-là, on a un problème avec Rabbi Eliezer. La Gemara a dit, mais c'est pas possible, puisque Rabbi Eliezer a dit qu'il n'y a pas. Et donc, la réponse est, donc ce type d'épingle n'existe pas. On l'a inventé, mais il n'existe pas dans la réalité, personne ne fait ça. Et le problème est résolu. Donc on garde le psach de Rabbi Eliezer, c'est lui qui a fait de loi. De toute façon, Rabbi Eliezer, il n'est pas question de dire qu'il s'est trompé, c'est pas possible. C'est pour ça qu'initialement, la Gemara a dit, mais si la Mishnah parlait de ça, donc c'est donc une épingle qui existe, qu'on utilise. Et si on l'utilise, on comprend plus Rabbi Eliezer. Et donc la conclusion, c'est, donc en fait, c'est une invention. Ton histoire d'épingle qu'on met dans la coiffe pour la serrer, c'est une invention, ça n'existe pas, personne n'a ça. Et donc Rabbi Eliezer avait raison de dire que toutes les épingles
qu'on connaît, qui sont utilisées. Celles-là ne sont pas Mekabel Touma. Mais est-ce qu'on peut C'est pas en oui dire, Mekabel Touma, pardon. est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et le Tana de la Mishnah? De quel droit on va dire ça? Alors qu'on a, d'après la conclusion, la Mishnah ne parle même pas de ça. Alors, et au contraire, on a vu que la Gemara elle a posé la question parce qu'elle ne peut pas imaginer on n'a pas le droit, parce que sous prétexte qu'on ne connaît pas le pshat de la Mishnah, inventer une marloquette Tanaï, c'est pas possible. Et voilà donc la fin de ce Tosfot. Il y a encore un petit Tosfot sur cette Gemara, très court. On revient donc à notre Daf Samoch Amud Aleph. Ça, c'est le Tosfot sur la dernière phrase de la Gemara, qui était... On avait dit que on va relire si vous voulez dans la Gemara, Amar Rava avait dit, Tas shel za'av yeshla al rosha, cette épingle est surmontée d'une plaque en or à son extrémité, Bechol choleket ba sahara, en semaine, elle utilise cette épingle, et peut-être même d'ailleurs, j'y pense, peut-être la plaque en or sert aussi à cela, à séparer et à faire l'arrêt dans les cheveux. Mais be Shabbat, menichata keneget padarta, le Shabbat on aime bien s'habiller joliment, elle utilise cette même épingle pour la poser cette fois-ci à hauteur du front comme un diadème. Alors regardez Tosfot là-dessus. Ou menichata keneget padarta. Là le vav, nous on n'a pas de ou menichata, nous on a be Shabbat menichata keneget padarta. Alors Tosfot visiblement il avait dire ça un peu différent, je ne sais pas comment il avait. Tas shevzav yeshla al rosha, bechol choleket basara, be Shabbat. Le oumeni, je ne sais pas que le vav paraît difficile à introduire dans la Gemara. Bon, peu importe. Menichata keneget padarta be Shabbat. Ah, pas mal, bien vu. Ou menichata keneget padarta be Shabbat. Sauf que si c'était comme vous avez dit, Tosfot aurait dû dire le mot be Shabbat aussi. Donc c'est aussi difficile. Ashta. Lo avait tzarich lomar shecholeket basara klal. Alors si c'est ça la réponse à la question, c'est qu'il y a le Shabbat on la met parce que ça fait un diadème. On n'était pas du tout tenu de dire qu'en semaine elle la porte en semaine pour faire l'arrêt. C'était pas la peine de dire ça. Alors pourquoi on dit ça? Il fallait simplement dire il y a un tas chez Zahav, elle le met le Shabbat pour faire beau. Et puis c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui a contraint la Gemara à inventer que ça sert à faire une raie? Pour identifier l'objet. Mais on peut identifier l'objet en disant que c'est un bijou, une épingle en or avec une plaque en or par-dessus. Oui, mais les gens à l'époque, ils connaissaient ça. En semaine, ils s'en servaient pour faire l'arrêt et Shabbat en diadème. Mais pour identifier correctement l'objet. Mais pourquoi ne pas l'identifier avec cette plaque en or? C'est quelque chose de remarquable, ces plaques en or. Toutes les épingles n'ont pas des petites plaques en or. Donc si vous dites qu'il y a une épingle avec une plaque en or, tout le monde a compris de quoi il s'agit. Parce que le Shabbat ne faisait pas l'arrêt avec. Mais pourquoi parler de raie? C'est ça la question. Oublions l'arrêt. L'arrêt ne sert à rien dans la réponse de la Gemara. Donc c'est ça la question de Tosfot. Alors Tosfot dit oui. Et là, Emet Mefaresh, la Gemara elle sait que c'est comme ça que ça fonctionnait, donc elle nous dit la vérité. C'est un peu forcé ça. C'est pour identifier clairement l'objet dont il s'agissait. Parce qu'une plaque en or, une plaque en or mais qui sert en semaine à faire l'arrêt, c'est un autre objet que les gens connaissaient mieux. C'est-à-dire, vous dites que ça n'existait pas d'épingle en or qui ne servait pas à faire l'arrêt, c'est ça? Oui. Donc si on avait dit une épingle surmontée d'un diadème, les gens ils n'auraient pas compris de quoi on parle, parce que les seules épingles qui existaient, elles avaient les deux rôles, c'est ça? Oui. Bon, c'est un peu ce que Tosfot dit, à Emet Mefaresh. On dit la vérité. Mais c'est un peu forcé quand même. Donc moi j'ai pensé à une autre réponse. Un peu parce que initialement, quand on a démarré la Souria, reprenons la Souria depuis le début. Il y a la Mishnah disait, vous avez l'intertitre, Velo b'machat she'ena nekuva, elle n'a pas le droit de sortir avec une épingle. La Gemara a demandé, le maï chazia, Rashi a expliqué, mais en quoi c'est un tarchit? On aurait pu répondre tout de suite, on parle d'une épingle en or.
Et avec ou sans diadème d'ailleurs, c'est une épingle en or qui fait joli. Et pourquoi la Gemara n'a pas répondu comme ça? Alors, moi j'avais proposé de dire parce que si c'était cela, la Gemara aurait dû le dire. Machat shel za'av. Et là aussi, maintenant d'après la réponse finale, étant donné que l'essentiel c'est que c'est cette tasse shel za'av, au lieu de dire machat she'ena nekuva, on s'en fiche qu'il est nekuva ou pas nekuva, il fallait dire machat she'eshla tasse shel za'av. C'est ça qui faisait problème à la Gemara. Donc le fait qu'on dise machat she'ena nekuva laisse entendre qu'en disant machat she'ena nekuva, on a déjà tout dit. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu par ailleurs. Et ce qui fait sa spécificité, c'est pas le tas shel za'av, c'est autre chose. Alors c'est pour ça qu'on était obligé de trouver un double rôle à ce machat. Si on dit machat she'ena nekuva, ça veut dire, et qu'on comprend ce que c'est, ça veut dire qu'elle a un autre rôle que simplement le tas shel za'av. Sinon on aurait dit machat shel tas shel za'av. Et si on dit machat shel tas shel za'av, la Mishnah n'a pas l'air de vouloir dire ça. Elle a l'air de dire qu'on parle d'une épingle qui n'a pas que ce rôle-là et qui a un rôle d'épingle. Alors il fallait trouver ce rôle et on a dit ça sert à faire une règle en plus. Voilà ce que je propose de dire. Un peu différent de Tosfot, on peut se permettre. C'est un peu plus, ça rentre un peu mieux dans le Inyan que de dire simplement Aemet Mefaresh. Pourquoi la femme elle a ce minag de. On aurait pu dire elle se fait l'arrêt avec une épingle normale la semaine et elle met une épingle en or le Shabbat. Et ils ne sont pas rejetés du fait qu'elle fait ça, elle va le faire aussi Shabbat, non? C'est son peigne habituel de semaine et là, oui. Oui. Alors là, il y avait ça touche à la question précédente. C'est pas sûr que ce soit interdit de le faire Shabbat. Rashi, Tosfot avait compris de Rashi qu'il n'avait pas le droit. Il disait mais non, on a le droit, c'est pas ça. Ouais. Mais donc si on dit qu'on a le droit, donc la question ne se pose pas. Et si on dit qu'on n'a pas le droit, la question on répondra que les gens savent et donc ils font pas. Ils font attention, ils ne risquent pas. Maintenant votre question était mais pourquoi ils n'utilisent pas deux épingles, une pour ça, une pour ça? C'est plus pratique. On change pas, c'est plus facile. Donc voilà. Et là nous avons terminé la Sougia. Donc si vous n'avez pas de remarques particulières, on va attaquer maintenant la nouvelle Mishnah. La deuxième Mishnah de Bameh Isha. Et donc comme on avait dit au début, ladies first, on a d'abord attaqué le cas des femmes, et maintenant on va parler des hommes. L'élégance de Rav Yehuda Anassi, vous voyez. Lo yetze ha'ish. Donc la Mishnah dit maintenant, nous avons parlé des femmes, nous allons parler des hommes. Les hommes aussi ont leur lot d'interdits. Un homme n'a pas le droit de sortir le Shabbat dans le Reshut Arabim avec de sandal à Messoumar. Vous savez ce que c'est en hébreu moderne? Masmer, un clou, exactement. Donc sandal, c'est une chaussure, une sandale ou une chaussure, à Messoumar, clouté. On ne peut pas sortir avec une sandale cloutée. C'est là le premier. Alors, est-ce qu'on fait? On va faire les rachis au fur et à mesure. Regardons déjà Rashi. Sandal à Messoumar, Shel Etz Hu, c'est une sandale, donc c'est plutôt ce qu'on appellerait nous un sabot, parce que c'est en bois. Sandale, c'est une chaussure de manière la plus générique possible. Donc elle peut être en bois, et en français on dit un sabot. Et en France, en hébreu, on avait un terme générique pour toute forme de chaussure. Alors, Shel Etz Hu, il est en bois. Vetochvin masmerot, le mot le mala qui suit le Beit Hadash le supprime, donc on ne va pas le lire. Vetochvin masmerot, le chazek atarton ima elyon, haetz ima or, chez le mala emenu. Donc je traduis, vetochvin, on enfonce, masmerot, des clous, le chazek pour renforcer, atarton, la partie inférieure, ima elyon, avec la partie supérieure, à savoir haetz ima or chez le mala emenu, avec c'est pour fixer en fait la peau sur le bois. La peau sur le bois.
Exactement. Le bois avec la peau qui se trouve par-dessus. Veyeshlo shtepiot. Et donc cette chaussure a deux entrées, littéralement deux bouches. C'est-à-dire on peut mettre le pied de deux façons. Parce que vous avez compris que la partie en cuir, elle se trouve au milieu de la chaussure. Donc vous pouvez rentrer comme ça, vous pouvez rentrer de l'autre côté. Exactement. Vetochev raglobo, il introduit le pied à l'intérieur entre la peau et le sabot. Ou Bigmara me faresh maïtama gazroube. Alors évidemment, Rachid se dit, mais le lecteur va être interloqué, pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec sa Shabbat? C'est un vêtement finalement, c'est une chaussure, ou le problème? Dans la Gemara, ne vous inquiétez pas, dans la Gemara, on expliquera pour quelles raisons les Chachamim ont défendu de sortir avec. Alors je vais vous citer le Meiri, qui décrit également cette chaussure, ça sert pour la suite également. Et il le déduit de la suite. Ayu sandaleem asuyin keshelanu. Donc ça nous renseigne sur la manière dont les gens à Perpignan s'habillaient, parce que le Meiri était à Perpignan. Il dit que ces sandales étaient comme les nôtres, à savoir Agoulim Negeda Akev. Elles étaient arrondies du côté du cou de pied. Umechudadim Neged Etzbaot Haregel. Et elles avaient une forme pointue du côté des doigts de pied, comme nos chaussures à nous. Mais sur la dit ça, on ne peut pas les mettre des deux côtés. Ah oui. Eh bien, c'est pour préparer la suite de la Gemara, vous allez voir. C'est-à-dire que les étourdis peuvent effectivement les mettre à l'envers. Les mettre à l'envers, exactement. Comme le roi d'Agobert. Akev, c'est pas le talon. Pardon? Akev, c'est pas le talon. Si, c'est le coup de pied en français. Ouais. Par rapport à la chaussure, par rapport à la partie basse du talon qui rentre dans la chaussure, le dictionnaire donne coup de pied. Le coup de pied, c'est au-dessus pour moi. Non, je crois pas. Le coup de pied, c'est au-dessus. Ah bon? Non, c'est pour ça que je voulais... Ah bon, alors je sais pas, c'est ce que j'avais à vérifier alors. À vérifier. C'est pas ce que j'avais compris. En tout cas, tout le monde a compris. C'est arrondi derrière et c'est pointu devant. Et là, chez Loaya, or, chez Aregel, mitachezba, imaetz, que neged aetzbaot. Sauf que la différence avec nos chaussures et ces chaussures-là, c'est que là, la peau qui tient le pied n'était pas fixée au bois à hauteur des doigts, ce qui aurait empêché de rentrer de ce côté-là. Et la be'emtsa sandal, se trouvait la peau au milieu de la chaussure. Ve'aya aor sham chaticha rachava. Et la peau à ce moment-là, à cet endroit-là, était une bande large, chez rov haregel mitachezbo, dans laquelle la partie majoritaire du pied était tenue. Ve'aya haor nichrach mitzat karkaïta sandal. Alors c'est un peu différent de Rashi. Comment ça tenait? La peau, elle enveloppait elle allait jusqu'en dessous de la sandale, c'est-à-dire sous la semelle, mikol tzad de tous les côtés, va masmerim tochuvim la dekaor ikarkaïta sandal. C'est plus facile par en dessous, mais d'après Rashi aussi, il faut comprendre que c'est par en dessous, mais on arrivait jusqu'en haut. Et le Larousse dit que coup de pied, c'est la partie antérieure de la cheville. Antérieure. Que veut dire le mot antérieur? En avant. Dessus. Antérieur, postérieur, donc antérieur, c'est... Mais bon, alors d'accord, alors c'est pas le coup de pied alors. Et c'est plus sans P, c'est au U. Oui, parce que le coup de pied, c'est un trou. C'est au U. Ouais, c'est ça. Pardon? Non, c'est au U, c'est pas c'est au UP. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Non, le coup de pied, c'est bien la partie au-dessus. Ah, c'est le dessus, alors c'est pas ça ici. Ouais. Ah, c'est pas ça, parce que Akev, C'est le talon, ouais. Moi je croyais que bon, j'ai mal compris alors. Ok. Donc, la description du Meiri, elle est très claire. Et le recherche donne aussi une description relativement équivalente à celle du Meiri, mais celle du Meiri paraît plus
plus bonne, plus correcte. Et donc il y a juste la différence avec Rashi, en fait, c'est par rapport à la manière dont les clous sont enfoncés. Parce que d'après Rashi, on a l'impression que Atarton ima Elion, Haetz ima Or, donc le bois il est en dessous, la peau elle est au-dessus, et quand même on verra que les clous ont été enfoncés par en bas. Alors, donc, je pense. Pour l'instant, on ne sait pas, d'après Rashi, si les clous sont enfoncés de haut en bas ou de bas en haut, c'est pas écrit. Ok, donc ça c'est un premier point. On reviendra bien sûr dans la Gemara sur cette histoire de chaussures cloutées pour comprendre pourquoi les Chachamim ont interdit de sortir avec le Shabbat. Deuxième accessoire, velo beyachid bisman she'en boraglo maka. Ça veut dire quoi velo beyachid? Regardons Rashi. Velo besandal yachid. On n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure. Si on n'a qu'une chaussure, l'autre n'est pas en état de fonctionnement, eh ben, on n'a pas le droit de sortir avec cette chaussure unique. Dans quel cas? La Mishnah a dit Bisman Shen Boraglo Maka. Dans un cas où il n'a pas le pied blessé. Parce que si le pied est blessé et que c'est pour cette raison qu'il ne peut pas sa chaussure, là c'est autorisé. Rashi, Bisman Shen Boraglo Maka. Alors pourquoi cette différence entre pied blessé ou pas blessé? Beshas Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, Mefaresh, on explique. C'est marrant, d'habitude c'est Yerushalmi, on ne dit pas Beshas Yerushalmi. Pardon? Dans les citations, d'habitude c'est Yerushalmi, c'est pas Beshas Yerushalmi. On dit Betalmud Yerushalmi. On ne dit pas juste Yerushalmi, il faut qu'il y ait un mot. Des fois on dit le Yerushalmi, mais c'est un peu un abus de langage. Ouais. En général, en hébreu, on dit Talmud Yerushalmi. Il y a Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi. Mais alors c'est vrai que pour raccourcir, on dit le Bavli, le Yerushalmi, mais c'est un raccourci. Mefaresh, on explique de lo lecheshde, de ta'in lechavre tout eknafé. La raison pour laquelle on l'a interdit lorsque le pied n'est pas blessé, c'est pour ne pas qu'on le soupçonne, les chashdechchat, c'est un soupçon, qu'on le soupçonne de ta'in le chavre, qu'il est en train de porter le chavre, l'autre chaussure, tout est knafé sous son canaf, sous son vêtement. Il a dû prendre la deuxième chaussure et il la porte. Il est en train de la porter. Ah, j'ai vu ce monsieur porter. Donc les gens vont croire qu'ils vont l'accuser de porter le Shabbat. Surtout qu'à l'époque de la Gemara, il faut penser qu'on marchait beaucoup plus facilement les pieds nus qu'aujourd'hui. Et donc ça pouvait arriver qu'on avait envie de marcher avec un seul pied, avec une seule chaussure et d'enlever la deuxième chaussure, mais on la gardait effectivement. Donc ça donne prise au qu'en dira-t-on, et c'est pour ça que les Chachamim l'ont interdit. Alors on comprend que si le pied est blessé, tout le monde comprend qu'il ne l'a pas mis parce qu'il ne peut pas la mettre et donc il ne l'a pas avec lui. Donc il n'y a pas ce qu'on dira-t-on, mais si le pied n'est pas blessé, les dit il a sûrement sa chaussure avec lui pour la remettre dès qu'il en aura envie. Oui, mais enfin, c'est pas une démarche normale de marcher avec une seule chaussure. Et d'imaginer si, je dis qu'à l'époque, ça devait être une démarche normale, justement. Oui, mais à ce moment-là, vous marchez sans les deux chaussures, pas qu'avec une seule. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut avoir un pied qui est un peu fatigué, un peu chaud. On garde la chaussure et l'autre pied en pleine forme et on le libère. Ça, nous, on a du mal à comprendre ça aujourd'hui. Déjà, le fait qu'on nous dise qu'il marche qu'avec une chaussure, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais à l'époque de la Mishnah, c'était des choses qui étaient plus courantes, visiblement. On voit encore des fois, quand on se balade au Vieux-de-Chaumont, des personnes qui sont pieds nus. Oui, alors que les deux pieds nus, c'est vrai. Mais ça nous paraît aussi invraisemblable. Sur le pied, le sol est plein de gravillons, etc. Oui, la peau est devenue plus dure, ils ont tallé leur peau. Exactement. C'est épaissi. On voit que c'est le spécialiste qui parle. Et donc Rachid dit Velachon Rabotai. Par contre, mes maîtres ont donné une autre explication. C'est même les maîtres qui n'avaient peut-être pas le Talmud Yerushalmi, d'ailleurs. Et bien eux, ils ont proposé autre chose. Pourquoi est-ce que ça a été interdit de sortir avec une seule chaussure? Dilma me ale, de peur que les gens qui le voient se mettent à rigoler.
Et à se moquer de lui. On a déjà vu ce type de crainte par rapport à la femme aussi. Veshakil, veshalifle. Et du coup, il va l'enlever. C'est-à-dire la chaussure qui reste. La seule chaussure qu'il a. S'il a les deux pieds nus, personne ne rigole. Mais s'il a une chaussure et pas l'autre, là, ça fait rire. Et donc, il se gêne. Donc, il va la prendre. Il va l'enlever. Umamtile beyade. Et il va la porter dans ses mains. Beshichat Shabbat. En oubliant que c'est Shabbat à cause du stress. Il va oublier que c'est Shabbat. Umiu, toutefois. Bisman sheesh beraglomaka. Lorsqu'il y a une blessure au pied, Shari, là dans ce cas-là c'est permis parce que personne ne va se mettre à rire, au contraire les gens vont être pleins de commisération et donc ils risquent rien. Donc les deux réponses, les deux explications se conviennent, donc soit que les gens vont le soupçonner de porter, soit qu'il en vienne même à porter. La deuxième explication est plus dans le sens... C'est différent quand même. La deuxième explication va plus dans le sens de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a toujours de peur qu'elle l'enlève et qu'elle marche avec, plutôt que de soupçonner qu'elle marche déjà avec. Ou Bigmara Bai, Be'eiminayu Yaivle. Dans la Gemara, on va poser la question de Be'eiminayu Yaivle, dans lequel des pieds il le met. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence si c'est le pied droit ou le pied gauche, c'est ça? Non, c'est pour protéger la plaie. S'il a la plaie, il va peut-être mettre la chaussure pour protéger, l'autre il n'y a pas besoin. Ou l'inverse. Ah oui, je me suis trompé, c'est ça, excusez-moi. Bisman shesh beraglomaka shari. Lorsqu'il y a un pied blessé, c'est permis. Et dans la Gemara, on va poser la question, comment il faut comprendre ça? Est-ce que ça veut dire que... Non, qu'est-ce qu'on a permis? Lorsqu'il a le pied blessé, on a permis une chaussure. Est-ce qu'on permet parce que là, j'ai déjà donné l'explication, en fait, j'aurais pas dû le dire. Il y a deux manières de comprendre. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'il va le mettre dans le pied qui n'est pas blessé. Et dans la Gemara, on va poser la question, mais est-ce qu'il faut comprendre que c'est quand il a le pied blessé, c'est permis une seule chaussure à condition de la mettre dans le pied qui n'est pas blessé? Ou au contraire, on peut aussi comprendre, c'est permis à condition qu'il mette la chaussure dans le pied blessé. Parce qu'il l'a mis pour protéger son pied blessé, donc là les gens ne vont pas se moquer de lui, ils savent qu'il a un pied blessé, ils voient qu'il boite, etc. Et donc le fait que l'autre pied qui est pas blessé ne porte pas de chaussure, ne fait pas de problème. Donc finalement, on peut comprendre, que ce soit d'après les Yerushalmi ou d'après les maîtres de Rashi, on peut se poser la question de savoir quand la Mishnah a autorisé la chaussure à un pied lorsqu'il a un pied blessé, quel est le pied qui doit porter la chaussure pour que ce soit permis? Est-ce que c'est le pied blessé ou est-ce que c'est le pied non blessé? Voilà la question qui se posait immédiatement et que Rashi a dû anticiper pour ne pas qu'on ait des problèmes. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui qui s'appelle une botte de marche. Une botte de marche. Une botte de marche quand il y a un problème de ça au pied, une fracture ou une entorse ou quelque chose comme ça, il y a des chaussures spéciales pour permettre de marcher sans béquille. C'est une botte un peu, qui enveloppe un peu spéciale qui s'appelle une botte de marche. Et à ce moment-là, on met les deux dans une botte, deux pieds dans une botte de marche. Le pied blessé dans une botte de marche et l'autre pied la chaussure normale. Voilà, c'est ça. Voilà, mais ça fait deux chaussures différentes. C'est ça. Donc ça peut être, c'est ça la question ici. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est le rôle de botte de marche ou le contraire? Ensuite, troisième accessoire, velo betfilin. On n'a pas le droit de sortir avec des tfilin sur soi le Shabbat. Rashi, que de me faresh ta'ama bigmara. Comme on en verra la raison dans la Gemara. Ok, donc pas besoin de se casser la tête. En tout cas, ça prouve que c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que c'est pas parce que nous on met pas les tefilines le Shabbat que pour autant on n'aurait pas le droit de les porter. Et ça s'appelle pas porter a priori puisqu'on les tefilines on met sur soi et c'est normal de les mettre sur soi. C'est hot aliadecha, donc pourquoi est-ce que ça serait interdit? Donc ça, c'est pour ça que Rashi nous dit, ne vous inquiétez pas, dans la Gemara, on va traiter la question. Quatrième, velo bekamiya bisman sheino minamumche. Alors, on a déjà parlé de ça, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un kamiya? Une amulette.
Pour ceux qui ne savent pas, Rashi explique Velo bekamiya, chez Kotvin, Vetoanin, l'Emfoua. Définition de l'amulette. Kotvin, on écrit quelque chose, Vetoanin, et on le porte sur soi, le refoua, pour que ça apporte la guérison. Alors, on n'a pas le droit de sortir avec Bisman she'eno min hamumche, dans le cas où il ne vient pas d'un expert ou de l'expert. Ça veut dire quoi? Alors, ça se comprend. C'est-à-dire que ce n'est pas une amulette qui provient d'un expert. Aval bekami hamumche, mais si l'amulette est experte ou bien provient d'un expert, on peut comprendre de deux façons. Shari, dans ce cas, ça sera autorisé. Donc on prend de la négative, on comprend le contraire. Donc si c'est une amulette qui a fait ses preuves, à ce moment-là, on a le droit de sortir avec le Shabbat. Pourquoi? De tarchitou, la relais, parce que pour quelqu'un qui est malade, ça a valeur de parure que Echad Malbouchav, comme n'importe lequel de ses vêtements. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte à avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas l'enlever. Alors, c'est quoi la question que vous soulevez? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais en quoi c'est un tarchit? Je vois pas le rapport entre. Parce que ce soit fait par un moutre ou pas par un moutre, il l'apporte lui pour se soulager, je sais pas, il a mal à la tête, alors il met ça. Alors, je vais vous lire ce que dit le Meiri, et ça sera peut-être un peu plus complet. Un instant, où est-ce que c'était? Ici. Alors d'abord, il explique le Eno Mumche. Pourquoi le Eno Mumche, il n'a pas le droit de sortir avec? De Eno Somer Halav, parce que comme il n'est pas Mumche, il ne compte pas dessus. Oui, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Veshema Yishlov Veyavi. Donc il peut très bien l'enlever. À un moment donné, il peut l'enlever parce que de toute façon, il sait qu'avec ou sans, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est pour le cas du non-Mumche. Et quand c'est Mumche, il écrit comme ça. Areilo le tarchit, ou que Chanimal Bouchav, je reprends les mots de Rashi, c'est que c'est pour lui un bijou, c'est un vrai bijou, hein, et c'est comme ses vêtements, il venait chez Libo Somerhala, parce que là, il compte dessus, donc il ne va jamais l'enlever. C'est comme si quelqu'un qui ne prendrait pas ses médicaments, donc on ne risque pas. Donc voilà l'explication. Dans un cas, il y a le risque qu'il l'enlève, dans l'autre cas, il n'y a aucun risque qu'il l'enlève. Voilà, j'ai compris, mais donc le rachach, il dit qu'il ne l'enlève pas, oui. Parce que ça sert à quelque chose ou ça ne sert pas. Mais voilà. C'est quoi l'intérêt de comparer ça à un bijou? Donc un rapport, c'est un remède. Il le met, c'est pas beau, par exemple. Il le met, c'est pas beau, mais ça marche bien. Quand il le met, il a plus mal à la tête. C'est ça l'idée. La notion de tarchit, c'est quelque chose qui n'est pas un vêtement, mais qu'on a l'habitude de porter quand même. Et qu'on n'enlèvera pas. Alors, non, un tarchit peut s'enlever ou pas s'enlever. Mais tarchit, c'est quelque chose qui n'est pas, de l'ordre de la toilette proprement dite, de la tenue vestimentaire, mais qu'on porte sur soi. Donc, alors le kamiya, c'est une sorte de tarchit, évidemment d'un genre un peu spécial. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on lui donne le statut de tarchit. Parce que nous, on a vu qu'il y a deux choses qui sont permises, qui s'appellent porter le vêtement et le tarchit. Donc c'est plutôt comparable à un tarchit. D'accord. D'accord. Et puis il n'enlèvera pas, puisqu'il en a besoin et il sait que ça marche. Exactement. Alors je voulais vous citer la question du Sfat Emet maintenant. À la fin de la Mishnah, on ne l'a pas tout à fait terminé, mais regardez les derniers mots de la Mishnah. Ve'im yatsa eno chayav khatat. Comme dans la Mishnah précédente. Dans tous ces cas-là, si quelqu'un a contrevenu à la règle, il est sorti quand même, il n'est pas chayav khatat. Ce qui veut dire qu'il ne transgresse pas la loi de la Torah. C'est-à-dire que les interdits qu'on a ici sont tous des interdits rabbiniques. D'ailleurs, vous avez vu que Rashi, chaque fois, il appelle de xéra, parce qu'on a compris que c'est des interdits rabbiniques. Alors là, le Sfat Emet, il dit, j'ai un problème avec ce Rashi. Pourquoi? Parce que Rashi a dit, revenons à notre Rashi sur Kamiya, chez Nomina Mumche, avec le Kamiya Mumche Shari, de Tarchit ou la Cholé, que Echanu al-Bouchav. Donc, à contrario, si le Kamiya Mumche a un statut de Tarchit que Echanu al-Bouchav, donc le Kamiya chez Mumche n'a pas le statut de Tarchit que Echanu al-Bouchav. Donc s'il n'est pas Tarchit, il est quoi? Il est Masouï. Et s'il est Masouï, il est Chayav Khatat. Voilà la question du Sfat Emet.
Et quel intérêt il a à mettre un Kamiya qui n'est pas Moumhe? Ça vous est jamais arrivé de prendre des médicaments dont vous n'êtes pas sûr de résultat? Lui, il sait que c'est chez Enoch, mais non. Enoch Moumhe, ça veut dire qu'il n'a pas fait ses preuves. C'est pas sûr que ça marche. Mais quand ça marche pas très bien. Quand on trouve rien et qu'on se raccroche à n'importe quoi. Mais il a payé, alors il le met. En plus. C'est pas ça que je voulais dire. Et alors, le Svatemet est à tel point convaincu de sa question qu'à cause de ça, il donne un autre chat dans la Gemara, mais pas comme Rashi. Ça ne va pas nous convenir. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'explication dans Rashi. Donc la question revient, comment Rashi peut-il dire que sous-entendre que si le Kamiya n'est pas Moumché, c'est pas un Tarchit, si c'est pas un Tarchit, c'est un Mashi, dans ce cas-là, il devrait être Chayav Khatat. Voilà la question. Alors moi, je voudrais vous répondre en disant que Rashi, si on lit bien le Rashi, la question ne se pose pas. Parce que pourquoi Rashi a dit Tarchitou le cholé ke'echan et malbouchav? Il avait qu'à dire Tarchitou la cholé. Bah oui. Le ke'echan et malbouchav, à quoi il sert? C'est confusant parce qu'on avait l'habitude qu'il y avait. On a dit ou malbouche ou tarchit. Alors il faut savoir pourquoi il dit tarchitou ke'echan et malbouchav. Il a dit que tarchitou. Quand on relit le Meiri que je vous ai cité, on comprend. Le tarchit ou ke'echan et malbouchav. Donc là, il était en train d'expliquer pourquoi dans un cas, on a peur qu'il l'enlève, dans un cas, il n'a pas peur qu'il l'enlève. Et pour exprimer qu'il n'a pas peur qu'on l'enlève, il rajoute que Echan et Malbouchav. C'est-à-dire que si on se pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est un digne de Tarchit. Ça, c'est sûr. Un Kamiya, c'est un Tarchit. Quoi qu'il arrive. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on a un risque qu'il l'enlève ou pas? Alors Rachid dit, quand il est montré, que Echan et Malbouchav, de la même façon que quand il a un vêtement, il ne va pas l'enlever. Là non plus, il ne l'enlèvera pas. Quand Rashi a dit, donc j'ai posé la question, pourquoi il a besoin de rajouter que Echan et Malbouchav? Parce qu'il répond à deux soucis. Premièrement, quel est le statut halachique de cela par rapport à la Torah? C'est un tarchit. On ne peut pas appeler ça un vêtement, c'est pas un vêtement. C'est une amulette c'est pas un vêtement. C'est un tarchit, c'est comme un bijou. Ok, très bien. Donc la Torah, déjà, on a réglé le problème. Mais maintenant, pourquoi dans le Moumché, il peut sortir le Khatrila et dans le Eno Moumché pas? Par réponse, parce que dans un cas, il est que Echan Malbouchav, dans l'autre cas, il n'est pas que Echan Malbouchav. Qu'est-ce que ça veut dire que Echan Malbouchav? Ça veut dire ici, non pas qu'il a le statut Malbouche, mais qu'on ne va pas l'enlever. Donc on a répondu à deux questions en une seule. Pourquoi Rashi a besoin de rajouter que Echan Malbouchav? Et comment ça se fait qu'il n'est pas Chayav Khatat lorsqu'il n'est pas Moumché? Réponse, parce qu'il est tarchit. Il reste tarchit. Il reste toujours tarchit, quoi qu'il arrive, il est tarchit. Le fait qu'il le porte, c'est parce que pour lui c'est un tarchit. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque qu'il l'enlève ou pas? Dans un cas, c'est que Echan Malbouchav, il n'y a pas de risque. Quand c'est pas que Echan Malbouchav, il y a oui un risque. Et donc nous avons vu que Rashi en fait avait été au-devant du Sfatemet et il avait répondu par avance à sa question. Et on arrive à la dernière catégorie. Velo beshirion, à la fin de la Mishnah, velo beshirion, velo bekasda, velo bemagapaim. Un homme ne peut pas sortir non plus, ni avec une cuirasse, ni avec un casque, ni avec des bottes. Des bottes de soldats, pas de marche. Et dans tous ces cas-là, s'il est sorti, il n'encourt pas un sacrifice parce qu'il n'y a pas d'interdit thoraïque, c'est seulement un interdit rabbinique. Rashi, Shirion, Kasda ou Magapaim, ces trois termes un peu difficiles, Mefaresh Vigmara, on les expliquera dans la Gemara. Mais par anticipation, je vous les ai déjà expliqués parce que c'est des mots, c'est des choses assez faciles. Shirion, c'est en hébreu moderne, déjà, les blindés, ça s'appelle les Shirion, donc c'est facile. Et Magapaim aussi, c'est des bottes. Donc il restait que Kasda, mais Kasda, ça fait penser à casque, donc c'est facile aussi. Alors, Eno Chayav Khatat, il parle de l'Arashi, Eno Chayav Khatat, l'école sur les trois derniers. Mais en vérité, ça va surtout. Eno Chayav Khatat, de Kul'u min balbushininu, Bechol la milchama. C'est ça qui prouve qu'il parle que de ces trois-là.
Évidemment, le Letfilin, c'est pas la Milchama. Donc, Kulumin Malbushimilu, ces trois catégories sont des espèces de vêtements, hein, c'est des vêtements, la cuirasse, le casque, les bottes, c'est des vêtements. Bechol, que l'on porte en semaine, la Milchama, lorsqu'on est en guerre. Oui. Alors la question se pose, pour quelle raison pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis de sortir avec le jour du Shabbat? Là, la Gemara ne le dira pas, donc il faut faire la recherche tout de suite. Donc je vous propose, dans un premier temps, de regarder le RAN. On l'a vu des soldats? Oui. Des Chol, non? Des Chol. Ouvdin de Chol. C'est un peu dans ce que vous direz, je sais pas si c'est Chol. Des Chol, les Milchama. Bechol, la Milchama. Ouais, c'est le fait que c'est vrai que Rashi, quand il a dit Bechol, parce que le Shabbat, il y a la trêve. On ne fait pas la guerre le Shabbat. Sauf quand on y est contraint, mais des fois on est obligé quand même. Hein, mais en général, disons qu'en général, on évite le Shabbat de faire ce genre de choses. Ouais. Ou alors quand on n'est pas en temps de guerre, là. On parle quand on n'est pas en temps de guerre. Il peut arriver qu'on les mette quand même en semaine. On va regarder ce que dit le RAN. Donc on va sur le Rif. J'étais en train de regarder la montre, je disais. Ah, d'accord.